Et donc nous allons conclure cette journée en écoutant Célia Bellache nous parler du bijou berbère, d'un sujet qui intéresse au plus haut point ma voisine Evelyne. Oui, on n'en a pas beaucoup au musée, voire pratiquement pas. C'est l'occasion Voilà, de découvrir. d'y revenir, de le découvrir. Célia Bellache est doctorante en histoire de l'art à l'École pratique des hautes études et vous travaillez sur la bijouterie et le costume berbère en Algérie coloniale. Donc on va retrouver un peu les thèmes qui ont été évoqués précédemment. Donc à partir des collections françaises et algériennes. Et donc là, vous allez vous faire un peu l'aller-retour, hein, puisque vous avez montré comment ces bijoux berbères ont pu effectivement inspirer, en tout cas intéresser la clientèle européenne, mais aussi, comme vous le dites, ces transferts ne sont pas à sens unique. Les bijoutiers algériens se sont rendus à Paris et ont travaillé pour en adaptant en quelque sorte leur modèle au goût européen, donc pour créer des bijoux que vous qualifiez d'hybrides. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera dans les deux sens, les échanges. Bien, nous vous écoutons. Un objet hybride, le bijou berbère en Algérie coloniale, un objet hybride entre la Kabylie et Paris. Déjà, tout d'abord, je voulais remercier les organisatrices de ce colloque d'avoir bien voulu accepter ma proposition, d'autant plus qu'il s'agit seulement d'une petite partie de mon sujet de thèse, puisqu'en effet, je travaille sur la bijouterie berbère en Algérie coloniale et finalement tout ce qui est les adaptations du bijou et aussi ce que je vais vous montrer, ce que j'appelle les bijoux coloniaux. C'est une partie de mon corpus que je présente finalement assez peu, donc là c'était l'occasion de revenir sur cette présentation. Donc tout d'abord, je vais peut-être faire un petit récapitulatif au niveau des cartes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement des relations entre Alger et la Kabylie. Alors bien entendu, les Kabyles, ce ne sont pas les seules populations berbérophones d'Algérie. Aujourd'hui, par déjà volonté de ne pas trop dépasser en termes du temps qui m'était donné, et aussi parce qu'il y a beaucoup de relations entre Alger et la Kabylie. Je vais me concentrer surtout sur ces deux endroits, et notamment Alger, mais j'aurais pu aussi traiter d'autres centres urbains comme Oran, parce que ça va être là que vont être installés les principaux bijoutiers qui vont faire ce que je vais vous montrer ensuite, la bijouterie qu'on appelait alors pseudo-arabe, et j'utilise plutôt le terme, quant à moi, de colonial. La bijouterie kabyle en Algérie coloniale, elle est assez facilement résumable, je pense, en 3 points. Déjà, l'usage de l'argent, qui est absolument caractéristique de cette production et qu'on va voir qui va très souvent être reprise par les bijoutiers coloniaux. Donc l'argent qui déjà va aussi être utilisé pour tous les décors métalliques. Donc par exemple ici, vous pouvez voir avec ces boules d'argent et aussi du filigrane qu'on va retrouver très fréquemment. On a aussi une autre caractéristique, je pense que vous avez remarqué immédiatement, qui est l'usage du corail rouge, qui va ensuite, on va voir, être adapté avec du plastique. Donc le corail est vraiment un marqueur très fort de la bijouterie kabyle. Et enfin également de l'émail filigrané, qui est une particularité de la bijouterie kabyle, puisque certains bijoutiers en haute Kabylie, en grande Kabylie, ce sont les seuls à faire cette technique, et on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le pays. On en a également au Maroc, en Tunisie, mais en Algérie, ce sont les seuls. On a, comme vous le voyez, plusieurs grands types de bijoux, dont notamment la fibule qu'on appelle la boucle en oméga, qui est aussi caractéristique de cette production et qui va fréquemment être adaptée et modifiée par les bijoutiers français. Donc gardez bien en tête cette forme avec cet ardillon et cette boucle en oméga qui permettent donc de la fermer sur les épaules. Elles étaient portées en paire. La bijouterie, quant à moi, donc je vais vous présenter dans un premier temps, je fais une différence entre ce qu'on peut appeler la bijouterie orientaliste et la bijouterie coloniale. La bijouterie orientaliste, qui est donc très bien, je pense, illustrée par une broche qui est conservée d'ailleurs au musée des arts décoratifs de Frédéric Jules Rudolphi, qui est une broche sultane réalisée entre 1842 et 1850. Elle ne fait pas référence à un type de bijou berbère en particulier qu'elle va adapter, comme je vais vous montrer ensuite, mais plutôt à ce que Rémy Labrusse appelle un soubassement
éléments narratifs que vont partager toutes les œuvres orientalistes entre elles, que ce soit visuelles ou littéraires. Donc là, ici, bien entendu, je pense que vous avez remarqué, c'est le thème de la femme lascive, allongée parmi des coussins nonchalamment, dans une architecture avec des arcs outrepassés, qui fait bien sûr référence à une architecture un petit peu des Mille et une nuits. C'est absolument impossible de savoir où est cette femme, qui est cette femme, de quelle origine est-elle, et un petit peu comme, par exemple, on peut le retrouver pour cette aquarelle de Julien de Lille. Donc une aquarelle également appelée la sultane du 19e siècle, où on retrouve à peu près d'ailleurs la même position et notamment quelques éléments qui permettent de marquer le caractère oriental de ce personnage, que ce soit une aiguillère ou un chasse-mouche que l'on retrouvera souvent dans cette production. Moi, aujourd'hui, j'ai surtout vous montrer ce que j'appelle la bijouterie coloniale, mais qu'à l'époque coloniale, justement, on appelait plutôt pseudo-arabe ou indigène, voire mauresque, qui en fait est l'adaptation de types de parures berbères, donc ici une tafsint kabyle, pour les goûts et les usages européens. Tout d'abord, déjà, je pense que vous avez remarqué, ça reprend vraiment visuellement les grands traits stylistiques d'une tafsint, puisqu'on va avoir donc ce corps de broche ici qui reprend exactement celui d'une tafsint. On a également des pendeloques qui sont ajoutés avec des bélières qui sont presque les mêmes que l'on peut observer sur cet exemplaire de tafsint du musée du Quai Branly. Mais ce qui est également très intéressant de voir, c'est que pour la clientèle européenne, on va adapter une fibule, puisque comme vous voyez, l'ardillon ici en broche. Et surtout, ce qui est également très intéressant de remarquer, c'est que le PowerPoint ne permet pas de rendre, mais la miniaturisation de ces objets. Puisque, en effet, regardez bien, la tafsint fait à peu près 23 cm de diamètre, quand la broche que je vous montre, qui est donc conservée au musée de Compiègne, elle excède à peine 7 cm sur 4. Donc ça, c'est une des caractéristiques de cette production de bijouterie coloniale, c'est vraiment la miniaturisation quasi systématique des types de bijoux berbères. L'autre chose, je pense aussi que vous avez remarqué, ça va être l'abandon du corail au profit de pierres fines. Donc ça, c'est plutôt dans le goût de ce qu'on pouvait apprécier en Europe à la fin du 19e, mais aussi un élément central qui est ces inscriptions, on peut dire pseudo-arabes, qui sont là, qui n'existent pas dans les bijoux berbères et qui sont vraiment là, ici, pour marquer ce bijou d'un sceau presque d'authenticité et finalement faire plus oriental que l'oriental lui-même. Donc là, on va repartir donc sur Alger pour justement voir ces productions de bijoutiers coloniaux. Et notamment, je vais vous présenter un cas particulier qui est dans la haute joaillerie et le luxe, qui est celui de la maison d'Eugène Dorez, ou Doré d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un cas particulièrement intéressant parce que déjà, nous sommes, comme je vous l'ai dit, plutôt dans la joaillerie de luxe, et aussi parce qu'il s'agirait très probablement d'un des plus anciens bijoutiers français installés à Alger à faire cette production qu'on appelait alors bijouterie pseudo-arabe. Eugène Dorez arrive en Algérie assez tôt puisqu'il installe sa boutique dans les années 1840 et il faut rappeler que la colonisation française en Algérie a vraiment commencé en 1830, donc là on est vraiment parmi les premiers Français arrivés en Algérie. C'est un bijoutier de formation, donc il arrive directement de Paris et il va rapidement s'installer dans une boutique que l'on appelait alors la Maison Mauresque au 10 ou au 12 rue Sokjema, qui est située, pour ceux qui connaissent Alger, dans la basse Casbah, pas très loin des rues de la Lyre et de Médée. Et ce n'est absolument pas un endroit choisi par hasard parce qu'en fait, toutes ces rues, et là actuellement je suis en train de faire une cartographie des bijoutiers qui faisaient justement cette bijouterie pseudo-arabe à l'époque coloniale, ils sont quasiment tous situés en fait dans ces rues-là, donc presque des fois à quelques pâtés de maison. Et on sait également qu'il y avait aussi un marché rue de la Lyre et de Médée qui vendait du corail. Donc on peut imaginer aussi qu'on avait des liens comme ça qui se faisaient entre des bijoutiers berbères qui venaient acheter du corail et des bijoutiers français ou italiens, parce qu'il y a énormément d'Italiens qui pouvaient les rencontrer à cette occasion. On sait par exemple que Eugène Dorez pouvait échanger avec des bijoutiers kabyles qui venaient dans sa boutique. Donc on avait vraiment des échanges qui se faisaient comme ça. La boutique d'Eugène Dorez, elle est exactement dans l'esthétique que l'on recherche à l'époque, qui est celle de l'esthétique des Mille et une nuits, l'esthétique de bazar, comme on appelait dans les années même 1880. Donc c'est un endroit qui, comme vous le voyez, ne vend pas que des bijoux, mais aussi qui fait notamment des aiguillères, des lampes de minaret, de mosquée. On est vraiment dans quelque chose où on mélange un petit peu et où est-ce que ça permet en fait de plonger tout de suite le client dans un univers de Mille et une nuits et donc de l'inciter à l'achat.
Eugène Dorez, il n'y a eu actuellement, enfin en tout cas à ma connaissance, aucun travaux sur le sujet. Et donc je suis parvenue qu'à retrouver 2 créations de sa part. Donc également, ensuite le deuxième sera la part de ses fils, puisque la maison s'appellera ensuite Dorez Frères, et c'est ces 2 fils qui vont reprendre la maison au début du XXe siècle. Le premier, c'est un objet absolument luxueux, qui est donc un éventail chasse-mouche créé vers 1860 et qui est aujourd'hui conservé au Musée national du Palais de Compiègne. C'est un objet qui a été en fait commandé par le consistoire israélite d'Alger pour l'impératrice Eugénie lors de sa seconde visite à Alger, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est conservé à Compiègne. Dorez a réalisé l'élément central que vous pouvez voir ici, donc le sceau de Salomon, qui est surmonté de pierreries avec également des perles baroques, et un manche en marqueterie de corail rouge, qui, comme je vous l'avais dit, est aussi une des caractéristiques de la bijouterie algérienne. À côté de ce très très bel objet, qui est rehaussé en plus de plumes d'autruche qui viennent également d'Algérie, qui sont du sud du pays, j'ai pu retrouver passer en vente publique un autre objet, un autre bijou qui cette fois-ci a été probablement, de par la date de réalisation, fait par ses fils, donc les fameux Dorez frères, et qui, je pense, va peut-être vous rappeler quelque chose, puisqu'en effet c'est un petit peu la pratique que l'on voyait aussi dans l'exposition Cartier et les arts de l'islam, celle dont j'ai repris le terme d'après, puisque c'est exactement la même chose. En fait, les Dorez étaient aussi connus pour collectionner des objets islamiques anciens ainsi que d'anciens bijoux qu'ils démontaient pour pouvoir les revendre sous différentes formes à leur clientèle fortunée. Donc c'est notamment le cas de ce sceau qui a été monté en fibule à boucle en oméga. Donc le sceau que vous voyez qui est ici rouge en cornaline date du XVIIIe siècle. Mais la monture tout autour, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, rappelle la fibule à boucle en oméga, également en argent et en filigrane d'argent, est quant à elle de 1930 environ. Dorez représente finalement une toute petite partie de ce qui va se produire de la majorité de la bijouterie pseudo-arabe ou qui imite la bijouterie berbère, puisque en effet, de par ses relations notamment avec la famille impériale ou d'autres figures artistiques de l'orientalisme de l'époque, comme par exemple Pierre Loti, pour lequel il va travailler, on sait qu'il a réalisé notamment un élément de sa maison. Alors je sais qu'elle est actuellement en restauration, donc j'espère pouvoir réussir à savoir s'ils ont conservé ou non cet élément. La majorité des bijoutiers qui travaillent sur cette bijouterie pseudo-arabe consiste plutôt à fournir une production qu'on peut appeler de masse à destination des touristes ou des Français d'Algérie qui veulent ramener en fait des objets, que ce soit quand ils rentrent en France métropolitaine ou qui vont voir leur famille dans le reste du pays. Donc il y a de très nombreux bijoutiers qui font cette production, je ne vais pas tous les citer. On a notamment Marois Frères qui est également situé dans ces mêmes rues, vers la rue de la Lyre, de Médée et le boulevard de la République, qui, comme pour Dorez, fait appel aux féeries des mille et une nuits, aux brillantes perles, saphirs et rubis, exactement à ce même type de discours que l'on pouvait retrouver. Et ce qui est également intéressant de voir, c'est que par contre, on n'est pas du tout dans la même type de production, parce qu'ici, on est vraiment dans quelque chose, comme je vous le disais, produit en masse, et qui n'est pas... Le but, c'est de en vendre beaucoup, et également de faire des objets souvenirs qui soient facilement transportables. Donc par exemple, je n'ai pas pu être sûre que ce soit des objets issus de Marois ou d'autres, puisqu'en effet, ces bijoux n'ont pas de dossier d'œuvre. C'est un petit peu le même problème que l'on pouvait rencontrer pour les burnous, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est un ensemble de broches et aussi des bracelets qui ont été donnés récemment au MUSEM et que j'ai pu étudier l'année dernière et qui sont particulièrement intéressants parce que c'est exactement l'illustration de cette bijouterie pseudo-arabe à destination des touristes que l'on fait dans l'Algérie coloniale. Tout d'abord, vous devez déjà reconnaître donc l'usage de l'argent que l'on voit ici, également des filigranes d'argent aussi, et puis tout un décor qui permettrait de renvoyer à une bijouterie algérienne, que ce soit les croissants ou les étoiles. Et enfin, un autre élément qui était comme sur la broche de Compiègne que je vous avais montré, ce sont ces espèces d'éléments qui permettraient d'imiter la calligraphie arabe. Alors très souvent, ils ne veulent rien dire, hein, c'est vraiment dans une sorte... pour marquer un petit peu le côté oriental. Parfois, donc c'est pas ici sur cet exemplaire, j'ai pu lire par exemple le terme de Jazaïr, donc d'Alger, qui permettrait vraiment d'identifier ce bijou comme étant un souvenir d'Alger. Mais là, ici, ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose également que l'on peut retrouver fréquemment. Et de nouveau, vous voyez que c'est toujours sous forme de broche et également miniaturisé.
Donc là, je vous ai mis une photographie avec ma main, par exemple, pour vous montrer à quel point on est sur des tout petits objets qui permettent justement d'être des objets souvenirs que l'on peut transporter facilement. Il y a également un dernier point, je pense, qui peut caractériser cette production, c'est peut-être si vous avez l'œil entre cette photographie-ci et celle-ci, vous devez voir qu'il manque un élément. En effet, l'ardillon s'est cassé et c'est aussi donc une des caractéristiques de la bijouterie pseudo-arabe produite vraiment en masse à destination des touristes, c'est le fait de leur petite qualité. On est ici dans quelque chose de complètement différent par rapport à Dorez, mais là c'est une production vraiment pour vendre beaucoup et qui ne sont d'ailleurs très souvent que des alliages d'argent et très rarement de l'argent pur. La clientèle visée, comme je vous le disais, c'est donc celle des touristes, les touristes français qui rentrent ensuite chez eux. Ne quittez pas l'Algérie sans emporter quelques bijoux indigènes. Les touristes également étrangers, notamment anglophones, qui venaient passer l'hiver en Kabylie, par exemple, ou en dans l'Algérie, comme ici dans cette publicité pour Rato Magana qui est entièrement en anglais. Et aussi, également, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a également des envois de choix dans toute l'Algérie. Donc, c'était aussi pour toucher d'autres Français qui vivaient ou d'Européens qui vivaient en Algérie. Cette production, comme je vous le disais, elle n'a jamais été étudiée, donc c'est parfois très difficile de savoir si exactement ce sont des bijoux d'Algérie ou si ce seraient des bijoux, par exemple, produits en Tunisie ou au Maroc. Et un élément qui est très utile et qui, moi, m'a permis en tout cas d'identifier l'origine de plusieurs de ces bijoux, c'est la marque de Poinçon. Il faut savoir que l'Algérie, c'est le seul pays à bénéficier d'un système de garantie sur le modèle de ce qui se faisait en France métropolitaine. Et donc, dès qu'on voit un poinçon qui répond aux normes de la garantie française, ça permet de savoir qu'il a été produit vraisemblablement en Algérie et en tout cas pas en Tunisie ou au Maroc, par exemple. Donc là, c'est le cas ici pour cette sorte de fibule, broche, je ne sais pas très bien, où on voit le poisson-crabe qui frappait les ouvrages en argent ou en alliage d'argent. Enfin, on a un dernier type de production pour ces bijoux pseudo-arabes. C'est une autre manière de faire des apprêts, mais cette fois-ci qui permet de transformer un bijou en un autre objet décoratif. Et je trouvais que l'exemple des bracelets qui sont transformés en boîte est particulièrement clair. Donc ici, en fait, vous voyez, c'est un bracelet kabyle. Donc on voit par exemple la femme qui les emporte ici en paire. Donc c'est une photographie des années 70, mais c'était déjà des bijoux portés au 19e siècle. Et on voit ici qu'il y a un artisan qui a rajouter un petit couvercle et un petit socle pour permettre en fait de créer une boîte qui permet donc soit de le vendre comme un bracelet ou de le vendre comme une boîte, ce qui permet complètement de s'adapter à la clientèle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les collections. Bon, ici c'est celle du Mucem, mais j'en ai vu également ailleurs. L'autre fait intéressant, c'est également de savoir que transformer ces bijoux, ce n'est pas seulement le fait de bijoutiers européens à destination des touristes, mais que les bijoutiers berbères, et notamment kabyles eux-mêmes, peuvent faire ce genre de transformation, puisqu'on sait par exemple que les Kabyles pouvaient très bien adapter des bracelets en boîte selon à peu près la clientèle qu'ils pouvaient rencontrer. Donc ça sera en effet la deuxième et dernière partie de ma présentation. Cette fois-ci, on va voir le côté des échanges, mais plutôt cette fois-ci de la bijouterie berbère vis-à-vis de la bijouterie française. La première des choses dans cette hybridation de la bijouterie kabyle de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est déjà tout d'abord les importations de nouvelles matières premières. Le celluloïd, tout d'abord, qui est une matière plastique teinte en rouge qu'on ramollissait dans l'eau chaude et qui permettait en fait d'imiter les fameux cabochons de corail rouge caractéristiques de la bijouterie kabyle. C'est notamment le cas ici sur cette tavzine qui est également conservée au musée du Quai Branly, où on peut voir donc ici voilà, les cabochons de celluloïd, et c'est très particulièrement visible sur le détail d'une de ces fibules avzim, où on voit en fait la plaque de plastique qui est en train de s'échapper du sertissage, donc vous voyez à peu près quel genre de technique pouvait être utilisée. L'autre chose également qui va se passer dans les ateliers de bijouterie kabyle, ça va être la mécanisation progressive, mais quand même assez rapide, puisque autour de 1900, ça se passe très très rapidement jusqu'en 1930, des ateliers donc, où on va voir à la fois l'importation de nouvelles machines, mais aussi l'achat parfois notamment de bobines de filigrane toutes faites. Donc c'est-à-dire que le bijoutier n'est plus obligé d'utiliser les bancs à tirer ou les filières, qui est un travail quand même extrêmement long et fastidieux, et va pouvoir acheter notamment à Alger
directement des bobines de filigrane prêtes à l'emploi. Et on sait également que par exemple sur certaines machines, donc là en haut c'est un atelier dit traditionnel et en bas un atelier modernisé, on avait par exemple des filières qui pouvaient torsader mécaniquement les filigranes, donc on n'avait même pas cette étape non plus à faire, et il suffisait ensuite simplement de l'appliquer sur le bijou. On a également des importations aussi de bijoux que l'Algérie ne connaissait pas avant, ou du moins la Kabylie. Et par exemple, ici, je vous ai mis un extrait, mais j'aurais pu vous en mettre énormément d'autres, notamment pour des bracelets, par exemple, en celluloïd ou en plastique. Comme ici, par exemple, un collier de perles de Paris qui est mentionné dans un chant berbère de Kabylie relevé par Jean Amrouche. Donc, vous pouvez le voir également ici. Quand la mention collier de perles de Paris fait aussi référence à collier de perles français. Hein. Plus généralement, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Donc on imagine aussi l'importation de bijoux français ou du moins européens dans les parures des femmes kabyles. Un des meilleurs exemples, je pense, de l'hybridation de cette bijouterie kabyle dès la fin du 19e siècle, ça va être les exemples de boucles d'oreilles. J'aurais pu vous en prendre d'autres, mais celle-ci, je trouvais, était particulièrement parlant, puisqu'en effet, très rapidement, dès les années 1890-1900, on va avoir assisté à un changement et l'abandon presque subi de l'ancien type de boucles d'oreilles que l'on pouvait mettre, qui s'appellent donc les lettraques. Et en fait, ces lettraques s'enroulaient dans le lobe supérieur de l'oreille et donc permettaient ensuite de pendre sur le côté. Là, ici, le lettraque qui est conservé au musée du Bardo n'est pas complet, mais celui-ci relevé par Tatiana Benfougal l'est, donc vous pouvez voir un petit peu ce genre de décor. C'était également donc rehaussé d'un cabochon de corail et d'émaux filigranés. Et très rapidement, jusque dans les années 30, ce type de bijou va être complètement abandonné au profit de boucles d'oreilles à crochets, à pendants, qui sont très clairement inspirées de ce qui pouvait se faire de la bijouterie française et européenne, puisque en effet, comme vous pouvez le voir, le système d'attache n'est pas du tout le même. Et puis ici, il suffirait d'enlever le cabochon de corail et les mailles et le remplacer par, je ne sais pas, de la verroterie ou des pierres fines, et on pourrait très bien avoir une parure française ou européenne de la fin du 19e siècle. Et ça, ensuite, ça va complètement supplanter le type de décor de boucle d'oreille à crochet par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Les échanges ensuite qui peuvent se faire, ça va également être directement sur place en France métropolitaine. Alors il y a un élément particulièrement important que je voudrais souligner maintenant, c'est qu'en Kabylie, il y avait très peu de population européenne qui vivait à l'année. Selon des chiffres donnés par Camille Lacoste du Jardin, on sait que seulement 1,8% de la population totale de la Kabylie était européenne, contre 55% dans l'Oranais, ce qui permet aussi de vous montrer que finalement les échanges entre Kabyles et Européens étaient surtout dus au fait que c'était des touristes qui venaient, qui donc ne restaient pas à l'année. Et on sait aussi également que des bijoutiers kabyles vont aller en France et notamment à Paris. Alors ça va être le cas par exemple de l'exposition universelle de Paris en 1900. C'est la première fois que des bijoutiers kabyles vont faire le déplacement. On a les noms d'ailleurs qui sont donnés dans les brochures. On sait qu'ils ont présenté plusieurs bijoux, qu'ils ont reçu des prix dont la production parfois a été critiquée aussi parce qu'on n'apprécie pas toujours non plus ce genre de production. Et je vous ai mis également un autre exemple qui est une remise de prix qui a été donnée au bijoutier Abed Abdellah de Zaouert Mimoun, donc c'est en Grande Kabylie, lors de la 7e exposition nationale du travail à Paris en 1952, et où justement il a reçu un prix pour son travail en tant que bijoutier, ce qui permet de voir qu'il y avait des bijoutiers qui étaient aussi formés et également dont le travail était reconnu en tant que bijoutier kabyle à Paris. Et pour terminer, je voulais vraiment présenter pour moi ce qui est le parfait exemple d'hybridation que l'on peut retrouver à la période coloniale. C'est un bijou que malheureusement je ne suis pas parvenue à retrouver dans les collections, on va dire en vrai. Donc je n'ai seulement conservé que la gravure donnée par Paul Eudel dans son dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord de 1906, un ouvrage que vous devez connaître si le sujet de la bijouterie du Maghreb à la période coloniale vous intéresse, et qui, je pense pour moi, est vraiment une parfaite synthèse de l'hybridation dans la bijouterie berbère en Algérie coloniale. Donc il le décrit tel quel. Pour l'exportation, les Kabyles fabriquent un bijou qu'ils appellent donc tazint, une boucle de ceinture de forme ovale, couverte d'émaux bleus et verts et de larmes de corail qui peut servir de broche ou d'agrafe de ceinture aux européennes. Donc par ce texte, on comprend déjà que les Kabyles peuvent avoir une double production, c'est-à-dire une production à destination des Kabyles eux-mêmes, mais aussi à destination des européennes, et également qui s'adaptent au goût
et aux usages européens, notamment avec les boucles de ceinture qui ne se faisaient pas en Kabylie à cette période et qui, pour moi, donc un exemple parfait d'hybridation, puisqu'ici, on a un bijou algérien dans ses matériaux et techniques, avec l'usage de l'émail filigrané que je vous ai présenté et de cabochons de corail rouge, et européen dans sa forme de boucle de ceinture. Je vous remercie. Voilà, ben merci d'avoir conclu cette journée avec ces objets qui sont bien attachants, certainement, qui forment une sorte de contrepoint à l'exposition qui nous rassemble, une sorte d'arrière-pays, mais où on sent tout de même un fossé. Et le fossé, c'est que c'est tout de même essentiellement, je ne parle pas de la maison d'Orez, mais c'est une bijouterie très populaire. Oui, c'est ça. C'est même par rapport au prix, là je ne l'ai pas précisé, mais on connaît à peu près les prix de la maison d'Orez. Et notamment, j'ai pu retrouver dans des journaux quand, par exemple, les Marois se font cambrioler. Donc on sait à peu près combien ça coûte et c'est vraiment absolument impressionnant. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même ordre de prix. Voilà. Et donc, bon, moi je ne suis pas historien du bijou. Evelyne pourrait évidemment intervenir de façon plus pertinente, mais j'imagine qu'on assiste un peu à la diffusion du bijou, des bijoux assez simples. C'est un fait de société générale ou la démocratisation du bijou en Algérie particulièrement? Non, dans la société française Alors ça c'est une très bonne question, mais je pense que oui, à la fin du 19e, on a beaucoup de bijouterie fantaisie qui apparaissent. Fantaisie, c'est ça, mais est-ce que oui, ça ressemble un peu à ça oui, déjà je pense qu'ils répondent à une demande, parce que dès la fin du 19e, on a beaucoup de touristes qui vont en Algérie, donc forcément on va vouloir leur offrir des souvenirs et une demande de ce genre de bijoux, mais aussi je pense que ça va de pair avec l'industrialisation qu'on a de plus en plus dans la bijouterie à la fin du 19e et au début du 20e. Oui. Et Eugène d'Orez, donc j'ai regardé, il naît en 1820, il part très jeune. Oui, et très très jeune, ça fait partie vraiment des premiers Français. Oui, il a 20 ans alors quand et vous avez un peu des informations sur son adolescence, sa formation initiale? Alors c'est un travail... C'est une famille de bijoutiers? Alors lui a une formation de bijoutier. Il faut savoir que sur ce sujet-là, sur les bijoux coloniaux ou pseudo-arabes, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que là, c'est du travail 100% inédit. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à ajouter des informations si vous en avez. Mais c'est vrai que non, d'Orez, je sais qu'il a été formé en tant que bijoutier à Paris, qu'il est arrivé à Alger en faisant autre chose. Et puis finalement, ça ne lui a pas plu. Donc il est revenu à la bijouterie, voilà, en se spécialisant vraiment dans cette production. Evelyne, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, pour d'Orez, vous pouvez toujours regarder pour les dépôts des poinçons et tout ça, s'il y avait déjà des d'Orez bijoutiers avant 1800, ou tout au moins au tout début du 19e siècle. Comme ça, bon voilà, ça vous donnera une petite idée, c'est pas sûr, mais ça peut être intéressant. Vous vous étonniez dans la boutique d'Orez à Alger qu'on voit de l'orfèvrerie aussi bien que du bijou. Il faut quand même savoir que même en France, au milieu du 19e siècle, maintenant on n'a plus l'habitude, mais en fait c'était le même métier. Ils étaient orfèvres et bijoutiers depuis déjà au 18e siècle, et ça a continué au 19e siècle. François-Désiré Froment-Meurice, on le connaît pour ses bijoux, mais aussi pour ses pièces d'orfèvrerie. Donc c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à la fin du 19e siècle, et pour certains encore au début du 20e siècle. C'est vrai que maintenant les gens, les joailliers, les bijoutiers de la place Vendôme, on est moins habitués à ça, mais regardez quand même de temps en temps la maison Mellerio, ils font des présentations de pendules, voire même d'objets en pierre dure ou en cristal. Donc ils étaient vraiment, c'était deux métiers qui étaient complètement liés au XVIIIe siècle, notamment. C'était le même métier, et on le voit à la période romantique en France. Ils font aussi bien de l'orfèvrerie que du bijou. Donc c'est normal qu'à Alger, au milieu du 19e siècle, dans sa boutique, il soit orfèvre. Et c'est pareil pour la famille Weber, à une certaine période, ils sont orfèvres, bijoutiers. Enfin, c'était des métiers qui étaient liés. Donc j'aurais aimé que vous continuiez pour savoir s'il y avait une influence de la bijouterie berbère sur la bijouterie française,
ou la joaillerie française dans les formes et tout ça. On ne l'a pas beaucoup évoqué dans l'exposition Cartier et les arts de l'islam, mais bien entendu, elle existe. Vous avez vu, c'est pas très facile parce que des fois, on ne retrouve pas les bijoux, on n'a que les photographies. Enfin, dans l'exposition, quand il y a des motifs, enfin des bijoux importants qui nous semblaient importants, mais qu'on n'a pas pu retrouver parce que même la parure d'Elsa Schiaparelli, on ne l'a pas retrouvée. Donc voilà, on a essayé de reproduire des photos anciennes. Mais c'est vrai que ne serait-ce que le motif du triangle est très très présent dans la bijouterie d'Afrique du Nord. Donc il est possible que ça vienne de là et on en a des exemples. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à présenter. Elle était moins présente que les exemples iraniens ou indiens dans la production, dans la création de la maison Cartier, mais elle existe, c'est indéniable, et elle sera mise, enfin, à Dallas, où va aller l'exposition après. Là, je sais qu'ils ont emprunté à New York, je crois, une grande... je ne sais pas si c'est un collier, mais un grand ornement avec des fibules en triangle, justement. Et là, on n'a pu l'évoquer que pour la partie des années 70 à la fin, où là, il y a vraiment une référence avec les grands... le retour de ces formes triangulaires. Il y a toute une partie très importante, et on le voit dans le choix des couleurs aussi, des harmonies de couleurs, avec l'utilisation du corail, de la turquoise, qu'on peut retrouver ou qui rappellent le vert, les émaux d'Afrique du Nord. Et il y a un motif aussi qui a été réutilisé très souvent et déjà au XIXe siècle, ce sont les nœuds algériens. Et là, on en a des preuves dans les collections du musée avec des épingles, avec des nœuds algériens qu'on a dû présenter dans cette exposition exotisme du musée de la mode, mais où il y avait des bijoux aussi. Donc ces nœuds algériens de passementerie qu'on va retrouver dans les robes de Poiret et tout ça, mais qu'on a déjà utilisé dans le domaine du bijou dans les années 1820-1830. Donc ça, c'est important. Pensez aussi, ça peut être très intéressant, c'est les bijoux de Crouzet, qui est une maison qui n'est pas très connue aujourd'hui, mais qui s'est beaucoup inspirée des bijoux. On en retrouve dans le livre de Fontenay, justement, ils en montrent, et ils reprennent justement ces pseudo-inscriptions arabes. Ils utilisent beaucoup le lapis-lazuli, le corail, les chaînes en pendant. Et il y a un album de dessins qui se trouve à la bibliothèque Forney, dont j'avais reproduit une image justement dans le catalogue Exotisme. Donc voilà, il y a quand même... ça vaudrait le coup de le développer, non seulement par rapport à Cartier, mais aussi à d'autres. Et donc il y avait les couleurs, bien entendu, le corail, l'onyx, le corail, qui est important dans l'art déco. Et donc voilà, les dernières. Ah si, il y avait une autre chose, parce que je trouve ça très très beau. Et là, on l'a vu, mais si vous vous reportez au catalogue de Van Cleef & Arpels, il y avait aussi dans les années 50-60, il y a un retour de cet intérêt avant même la référence au hippie chic, ce qu'on a appelé hippie chic. C'est tous ces colliers résilles près du cou, que l'on voit arriver dans les années 50-60 et qu'on appelle des colliers berbères, même si quelquefois ça peut être fait avec des chaînes, des résilles, qu'on peut trouver aussi bien dans des tribus arabes que chez les berbères, ou alors avec des piastres, et ça, enfin, c'est-à-dire des rondelles d'or brillantes et polies. Et ça, voilà, il y a différentes périodes où on peut retrouver cette référence à cette utilisation, enfin, de certains motifs et de certains modes d'utilisation, enfin, dans le bijou français et parisien, par rapport à des formes, des matières ou des types de bijoux. Personnellement, j'aime beaucoup les colliers berbères. Et vous verrez, il y a une photo dans l'avant-dernière salle de l'exposition où on voit justement par Cartier un très très joli modèle de collier berbère que nous n'avons pas retrouvé non plus, mais qu'on reproduit en photo. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon. Vous n'êtes qu'au début de la recherche. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a un petit mot que j'aimerais bien vous poser comme question. Quand vous
vous avez parlé tout à l'heure d'hybridation, c'est vrai que c'est un mot magique. Moi, je l'ai beaucoup utilisé à un moment, mais après, il y a eu ce petit mot quand même qui m'interpelle, de créolisation. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au lieu de dire hybridation, il y avait le terme de créolisation. Je ne sais pas. Petite question aux uns aux autres. Je ne sais pas, je ne l'ai pas eu. Il y avait c'était un article. Alors, attendez. J'avais vu ce terme-là il y a très longtemps. Dans un numéro écrit par la maison Alessi, donc les objets design, etc. Et dedans, il y avait ce terme de créolisation par rapport à la théière en terre du Maghreb, qui était différente des théières anglaises, etc., où justement, avec ce phénomène de créolisation, on avait modifié le couvercle pour pouvoir y introduire le bouquet de menthe. Ah, oui. Alors donc, c'est pour ça que... Voilà, petite question par rapport... en particulier pour la dernière la dernière diapositive que vous avez mis là, s'il vous plaît. Voilà, c'est une petite question, moi je ne sais pas, je pose aux uns aux autres cette question-là. Hybridation, créolisation, voilà. Créolisation, c'est lié à un contexte à la fois géographique et historique tout à fait particulier. Hein. C'est le terme d'Édouard Glissant, oui. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais moi j'entends peut-être mal. Mais j'ai pas compris si votre mot c'était colonisation. Non, créolisation. Donc créole, à partir de créole. Oui, voilà, oui. Moi j'utilise surtout le mot créole parce qu'en plus il y a une bijouterie qui est très importante dans les Caraïbes, pour les Caraïbes. Oui, mais c'est Alessi qui l'a utilisé. J'avais lu dans un article sur Alessi. Et à un moment, il faisait allusion à cette histoire de théière, donc le thé, on le boit en terre d'islam avec la menthe, etc. Et que cet objet était l'expression de cette histoire de créolisation, c'est-à-dire un objet qui est adapté à des usages différents au regard des besoins. Oui, mais ce qui est intéressant et sur lequel on n'insiste jamais assez, et vous faites bien de le noter, c'est que c'est une adaptation fonctionnelle. Et c'est vrai que la question de l'ornement est étroitement liée à la question de la fonction et la question des formes ornementales. Et l'exemple que vous donnez est sur ce point exemplaire. Alors après, hybridation sans doute, mais moi je pense que ce qui est important, c'est de suivre comme ça la dynamique des formes, leur transformation en fonction aussi de la transformation des usages. Voilà. Oui. Mais ce terme-là, vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans d'autres circonstances? Parce que moi, je l'ai... Enfin, à part dans les Caraïbes, où on l'utilise aussi, je crois, c'est à La Réunion, ou comme ça, mais autrement... Puis il y a cette histoire de Glissant aussi, qui se pose beaucoup de questions. Oui, c'est le terme d'Édouard Glissant. Oui, je vous en prie. Juste pour intervenir par rapport à ce terme-là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans le champ des études culturelles et qui est souvent associé au terme d'hybridation. Enfin, c'est un choix qu'on fait entre l'un et l'autre. Après, c'est un terme qui est pas resté utilisé très longtemps parce que justement, il y a ce côté un peu... Enfin, il y a une connotation très lourde qui fait que du coup, on a privilégié d'autres termes plutôt que celui de créolisation qui nous perd parce que ça nous ramène à des contextes particuliers. Tout à fait, oui. D'un point de vue géographique et d'un contexte géopolitique aussi. Je crois qu'il faut tout de même distinguer ce qu'on appelle une hybridation des formes avec un dialogue des cultures. C'est pas exact, et voire un mélange des populations, c'est le cas du monde créole. Et donc, c'est pas exactement la même chose. Et moi, je pense que le monde ornemental, il ne faut pas non plus le surcharger y cristalliser toutes les inquiétudes sur la transformation du monde. Il a sa vie propre. Il répond à des questions propres aussi. Et puis, comme on l'a vu, c'est un monde très ductile, très fluide, très mobile et qui échappe à un certain nombre de captures. Voilà. Ce qui fait sa grandeur. Sa liberté. D'autres remarques, d'autres questions? Bon, on a terminé sur des questions bien sérieuses.
Et effectivement, ce qui est tout à fait naturel, si on considère que l'art ornemental est un art d'une importance, ou l'approche ornementale des arts est une approche d'une importance considérable, intellectuellement, souvent sous-estimée. Et la journée d'aujourd'hui, au contraire, en a montré tous les enjeux. Je m'en réjouis. C'était vraiment une journée importante et qui est certainement appelée à favoriser de nouveaux travaux et une meilleure compréhension de ces ornements, et j'utilise le pluriel évidemment, qui, nous l'avons vu, sont à la fois omniprésents et puis ont une capacité, une diversité de manifestations absolument frappante et enthousiasmante, je dois le dire, grâce à vos interventions. Je laisse la parole, je confie le soin et l'honneur de conclure à Evelyne. Quel honneur, quelle charge importante. En tous les cas, je pense que Judith, qui nous suit aussi, je pense qu'elle est très contente de cette journée. C'est vrai que c'est toujours un peu angoissant déjà parce qu'on ne sait jamais si on va recevoir beaucoup de propositions d'intervention. Là, on en a reçu un certain nombre et qui étaient toutes de qualité. On se félicite de vous avoir choisi parce que alors vraiment, nous n'avons pas été déçus, je crois, de vos interventions. Merci aussi à Pierre Caille d'avoir bien voulu présider cette journée. J'espère qu'il a été ravi aussi et que ça l'a beaucoup intéressé, je pense. Mais voilà, tant mieux. Et en tous les cas, merci d'abord pour votre participation qui a été exemplaire parce que vraiment aucun d'entre vous n'a débordé. Enfin, vous êtes tous restés bien dans les limites temporelles qu'on vous avait données, et ça, c'était formidable, parce que sinon, c'est vrai que quand il y a un manque de respect comme ça pour les autres intervenants, c'est très, très gênant, c'est très perturbant pour tout le monde, pour le public comme pour les intervenants. Et ça, je vous en remercie beaucoup parce que je suis bien placée pour savoir que c'est très, très difficile. Je serais bien incapable de tenir en moins d'une heure dans l'exposition en faisant une visite dans l'exposition Cartier et les arts de l'islam. Et donc, merci pour tous les horizons que vous nous avez ouverts. Vous êtes presque tous en cours de recherche et donc j'espère que vous avez les pouvoirs continuer, que vous allez finaliser des travaux très intéressants qui pourront être publiés. Ça, c'est une des choses importantes afin qu'ils soient donnés à connaître au plus large public. En tous les cas, on sera ravis de pouvoir participer ici à la connaissance de ces sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler. On a été ravis aussi de voir que c'était aussi bien sur les domaines de l'Iran, de l'Inde, enfin au sens là, les relations entre la Chine et l'Iran. Je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire. On a proposé quelque chose de très, très large parce que, justement, on ne voulait pas limiter le sujet et on voulait avoir la possibilité aussi d'avoir des réponses qui soient surprenantes, originales, qui sortent des sentiers battus. On l'a eu pour de très nombreuses présentations et ça, on en est ravis. On n'était pas tellement sur le motif, quoique pour certaines choses, mais je sais que si on avait eu que des interventions très précises sur le motif, ça aurait été beaucoup plus difficile et certainement moins intéressant et moins large que tous les liens que vous avez pu nous montrer, que vous avez pu redécouvrir et décrire, des liens géographiques, des liens politiques, des liens entre différentes, peut-être pas civilisations aussi. Et là, du coup, je pense que si on était resté que sur le motif, ça aurait peut-être été moins intéressant. C'était le fil conducteur, c'était le point de départ. Mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses à dire qui sont beaucoup plus intéressantes parce que ça reprend toute cette idée des échanges humains, quel qu'il soit. Je pense que les motifs, de toute façon, ils sont, comme vous l'avez dit, pour l'ornement, mais c'est aussi pour les motifs, c'est universel, que les artistes se moquent pas mal des frontières et de la politique, et que ça fait vraiment du bien par les temps qui courent de voir à quel point
toutes ces techniques, ces matériaux, ces idées ont pu voyager. Et ça, c'est vraiment une partie qui nous tenait beaucoup à cœur et que l'on trouve très intéressante. Et je pense que, bien entendu, plus que les politiques, que les échanges, que les guerres ou la colonisation, c'est plus le commerce et les échanges commerciaux qui amènent les motifs, les choses et les gens à voyager que toute autre chose, et que colonisation, c'est une partie de notre histoire, malheureusement, mais ce n'est pas ce qui lie le plus les hommes et les différentes civilisations. Je pense que le besoin de commerce, le besoin de connaître de nouvelles choses est beaucoup plus important que l'envie de dominer les autres. Et ça, c'est un bon espoir quand même, je pense. Merci à vous pour tout ça et pour toute cette journée qui a été tellement intéressante. Merci.